Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, dans le décryptage de l'actualité. Ce jour, on va parler de la Tunisie. 8 ans après la révolution et au terme de 4 années de travaux dans un contexte parfois hostile, l'instance tunisienne chargée de rendre justice aux victimes des dictatures présente vendredi et samedi de premières recommandations pour que de tels crimes ne se reproduisent plus. Depuis sa création en 2014, dans le sillage de la chute du régime de Zine El Abidine Ben Ali et Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011, l'instance Dignité Vérité a auditionné près de 50 000 victimes présumées et transmis quelques dizaines de dossiers à la justice dans l'optique de faire la lumière sur les atteintes aux droits de l'homme commises entre 1955 et 2013. On va en parler avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, l'instance Vérité et Dignité arrive au terme de sa mission, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment dans la sérénité que cette mission s'achève. En tout cas, Mme Bensedrine doit dire un grand ouf, puisque la mission n'a jamais été facile. Et quand on regarde sa réaction, elle parle de miracle. Oui. Elle dit carrément que c'est un miracle. Et quand on a suivi effectivement ce qui s'est passé avec cette institution Vérité et Dignité, dès le départ, on a commencé à les mettre les bâtons dans les roues. Puisqu'il faut reconnaître que la personne de Mme Bensedrine était contestée, puisqu'elle a été une opposante farouche au régime de Ben Ali. On l'accuse également d'être proche des frères musulmans de Tunisie, c'est-à-dire du parti Ennahda. Raison pour laquelle, dès le départ, on ne lui a rien accepté pratiquement. Les choses se sont compliquées progressivement puisque, avec le changement du régime en Tunisie, des gens qui étaient au pouvoir se sont retrouvés à nouveau au devant de la scène. Et bien sûr, ce n'est pas ceux-là qui risquent d'être jugés un jour qui vont lui faciliter la tâche. Raison pour laquelle l'État tunisien, en tant que tel, a participé au blocage en refusant de répondre, de mettre des documents à la disposition de cette institution qui avait été créée par ce même État tunisien, de sorte qu'effectivement, si ce n'était pas une dame, j'allais dire, de fer, ce n'est pas évident que l'institution allait pouvoir déposer son rapport avant la fin du mois de décembre de cette année. Justement, au vu de tous les blocages que l'institution a rencontrés, on se demande pourquoi l'État tunisien a voulu instaurer cette instance. Moi, je crois qu'il faut retourner au contexte. L'instance a été instaurée au lendemain d'une révolution. Les révolutions et les insurrections créent toujours cette euphorie qui fait que du jour au lendemain, on croit qu'on peut tout régler et il suffit juste de claquer les doigts et tout est réglé. Je crois que c'est dans ce cadre que cela a été créé. Et même, elle l'a rappelé la première fois, quand on a reproché à l'instance d'agir de façon très lente, elle a rappelé cette chose en disant, attendez, il faut bien voir dans quel contexte on a créé. La deuxième chose, on avait créé pour à peu près 30 000 cas. On s'est retrouvé avec plus de 60 000 cas. C'est-à-dire que l'instance a été submergée par des personnes qui ont été en difficulté, soit avec l'État, soit avec les agents de l'État. Ce qui a rendu le travail beaucoup plus compliqué et qui en partie a expliqué la prolongation parce qu'ils n'ont pas pu terminer le travail dans le délai qui avait été prévu. Donc quand on regarde tous ces éléments, on se rend compte effectivement que le travail ne s'est pas fait dans des conditions faciles. Et quand elle parle de miracle, elle a parfaitement raison de parler de miracle puisque toutes sortes de reproches leur ont été faits pendant qu'ils faisaient ce travail. Et l'État, qui devait leur faciliter la tâche, ne l'a pas fait parce que entre le moment où on créait l'instance Vérité et Dignité et le moment où l'instance était en train d'atteindre sa vitesse de croisière, les données également avaient changé en Tunisie. Ce n'est plus Ennahda qui était au pouvoir, mais c'est un autre qui était au pouvoir. Et cet autre était accompagné par des gens qui pouvaient être poursuivis par la même instance. Et ceux-là également ont appuyé davantage sur le ressort pour empêcher que la commission puisse faire son travail de façon sereine. Est-ce que les Tunisiens, dans leur ensemble, ont compris aujourd'hui la supercherie, le jeu de dupes qui a entouré tout le travail de l'instance? Je me dis qu'aujourd'hui, les gens ont compris. Parce que pendant un temps, il y avait la confusion, puisqu'on attaquait la personne, à défaut de pouvoir attaquer l'institution, parce que l'institution avait de la matière. Tout le monde sait qu'en Tunisie, sous Habib Bourguiba, sous Zine El Abidine Ben Ali,
on a exécuté des gens, on a torturé des gens ont été exilés. Le leader de Ennahdha en est l'exemple le plus patent. Il est revenu en Tunisie après la révolution. Il était en Angleterre. Il ne pouvait même pas poser les pieds en Tunisie. Les gens le savent très bien. Le premier président, également, Monsef Marzouki, c'est quelqu'un qui a été un militant des droits de l'homme, qui s'est toujours battu. Ce n'est pas pour rien que les islamistes ont voté pour lui, pour le mettre au pouvoir à un certain moment. Il s'est beaucoup battu pour les islamistes, puisque c'est eux qui ont le plus subi, aussi bien le régime de Bourguiba que le régime de Zine Abidine Ben Ali. Et on avait finalement, par ce jeu politique, créé la confusion autour de la personne. Parce que la matière était là, elle était incontestable. On a dit non, elle était une opposante, non, elle est là, c'est un peu comme un pion des frères musulmans. On voit que les premiers dossiers qui sont sortis, c'est les dossiers des frères musulmans. Alors que ça, c'est une donne qui était tout à fait logique, parce que c'est eux qui ont subi véritablement, puisque c'est eux qui se sont opposés à Bourguiba, c'est eux qui se sont opposés également à Zine Abidine Ben Ali. Il était logique que quand on regarde les victimes, que le plus grand nombre de victimes viennent de leur camp. Là, on avait créé effectivement une confusion au niveau des populations. Mais quand on a créé des instances, pour se charger, 13 même, des tribunaux spéciaux, pour se charger de juger. Quand on a commencé à montrer les gens témoigner, les gens ont commencé à se rendre compte qu'il s'est passé en Tunisie des choses qui étaient inimaginables. L'instance a eu à nouveau un certain soutien de la part des victimes d'abord et des populations ensuite, puisqu'on a vu des gens manifester pour dire laissez l'instance faire son travail jusqu'au bout parce qu'on veut savoir. Mais il faut dire qu'une des différences, c'est que cette instance est un peu différente des instances qu'on a connues dans les autres pays où on allait plutôt vers la réconciliation. Oui. Alors que dans cette instance, beaucoup de gens vont finir par être jugés au niveau des tribunaux. Et ça a fait que pendant un temps, les gens ont douté, puisqu'on est resté longtemps sans voir de jugement. Quand on a commencé à juger, les gens se sont rendus compte qu'effectivement, l'instance pouvait servir à quelque chose. Alors, c'est ça aussi qui est assez curieux dans le choix de la Tunisie. Quand on choisit de créer une instance vérité et dignité, ou quel que soit le nom qu'on y donne, c'est qu'on veut une justice transitionnelle. Pourquoi avoir fait le choix d'amener les auteurs devant les tribunaux classiques? Le problème ici, c'est que la justice transitionnelle n'a pas été pensée dans le sens de la réconciliation. Parce que dans tous les autres pays, la justice transitionnelle a été pensée dans le sens de la réconciliation, où on amenait la personne à reconnaître les faits. Sur la base de la reconnaissance des faits, s'il y a une compensation possible de la part de la personne, on s'organise pour que la personne fasse la compensation, on accepte de pardonner et on passe à autre chose. Ici, c'est le contraire. Dès le départ, il avait été question que les personnes puissent être traduites devant des tribunaux. Donc, on n'était pas dans la logique de la réconciliation et le peuple tunisien également n'était pas disposé pour la réconciliation. La population était plutôt dans le sens de dire qu'il faut sanctionner ceux qui, pendant toute cette période, ont mis les Tunisiens dans des conditions aussi difficiles. Et c'est la raison pour laquelle, à un certain moment, ceux qui étaient au pouvoir ont essayé de bloquer ce processus parce qu'ils étaient susceptibles eux-mêmes de pouvoir se retrouver un jour au niveau du banc des accusés. Donc, ils n'avaient pas intérêt à ce que l'instance puisse faire son travail jusqu'au bout. C'est vrai que c'est une spécificité. Eux, ils étaient disposés à amener les gens devant les tribunaux. Il n'y a pas eu grand monde. Il n'y a eu que 10 accords de réconciliation. Le plus populaire, c'est avec un des gendres de Ben Ali. C'était juste pour une question de détournement d'environ 650 millions. Il a accepté de transiger et de payer par tempérament les 650 millions. Mais le gros lot va finir au niveau des tribunaux pour un jugement en bonne et due forme. Alors finalement, la commission, enfin l'instance va rendre son bilan. Quel va être ce bilan? Il sera plutôt mitigé? Il sera mitigé nécessairement parce que quand on se rend compte que sur l'aspect réconciliation, une instance qui a été créée par l'État demande à l'État la réconciliation sur un certain nombre de cas, 1000 au moins. L'État refuse catégoriquement. Il y a des dossiers qui sont entre les mains de l'État pour des cas de torture, pour des cas de détournement. L'instance demande à l'État de mettre ces dossiers à sa disposition pour qu'un travail propre soit fait, pour qu'on sache qui a fait quoi. L'État met son pied sur ces dossiers, refuse catégoriquement de mettre ces dossiers à la disposition de l'instance. Il est clair que dans le résultat de l'instance, il y a quelque chose qui va
qui va manquer. Et malheureusement, on a organisé les choses pour que ça manque. Certainement, c'est ce qui fait parler à Mme Bensedrine de miracle, puisqu'ils ont quand même réussi à envoyer des dossiers en justice. Ils ont quand même réussi à boucler un certain nombre de dossiers. Il y a beaucoup d'autres dossiers qui ne sont pas bouclés parce qu'ils n'ont pas l'ensemble des informations. Et ces dossiers, bien sûr, c'est eux qui vont rendre ce bilan plutôt mitigé, puisque c'est comme si elles n'ont pas terminé le travail qu'elles devraient faire, malgré leur volonté, malgré la rallonge budgétaire, malgré la rallonge en termes de temps. Je suis sûr que l'État ne les ratera pas sur ce côté-là. Alors, l'instance Vérité et Dignité, c'est le nom que porte donc cette instance en Tunisie. C'est finalement une vérité à minima qu'on a pu entendre. Oui, c'est une vérité à minima. Puisque l'instance elle-même, n'ayant pas pu accéder à la totalité de la vérité, comment dans son rapport, l'instance va pouvoir transmettre cette vérité? Parce que le mot vérité, les Tunisiens y tenaient. Ouais. Les gens voulaient savoir qu'est-ce qui s'est passé sous Bourguiba, qu'est-ce qui s'est passé sous Ben Ali. C'était une demande des populations tunisiennes. Cela ne pourra pas être fait. L'aspect dignité ne peut se faire que si on sait qui a fait quoi. Puisque c'est ça que les Tunisiens demandaient. Qu'on sanctionne ceux qui sont fautifs, qu'on dédommage ceux qui sont victimes. Et pour eux, la sanction et le dédommagement, c'était ça qui permettait de rendre la dignité à ceux qui ont été des victimes. Et on voit clairement ici qu'il y aura problème, aussi bien pour la sanction que pour le dédommagement, puisque même là-bas aussi, on voit certains, en particulier des parlementaires, qui disent que l'État tunisien ne doit pas participer au fonds de dédommagement, parce qu'ils voient déjà ce que ça va faire avec plus de 60 000 cas. 25 000 cas ont été traités. S'il faut dédommager 25 000 personnes, combien ça va coûter? Les gens commencent déjà à crier que le budget tunisien a déjà des problèmes. Il ne faut pas qu'on prenne encore de l'argent là-bas. Ça montre que même si la commission finit son travail, le problème n'est pas totalement réglé par rapport à l'État tunisien lui-même. Et finalement, il faut reconnaître que cette instance est un échec pour la Tunisie. Un échec peut-être en partie. Parce que l'instance a pu quand même sortir des éléments d'information que parfois on avait sous le manteau. Telle personne a été torturée, c'est telle personne qui l'a torturée, dans telle maison on faisait des tortures, il n'y avait pas de preuves. L'instance a quand même pu sortir des preuves sur ce plan-là, puisqu'il y a eu des témoignages pour montrer qu'effectivement la torture existait. Voilà des types de tortures qui ont existé. On peut dire que sous cet aspect, l'instance a pu dire une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Pour les 25 000 personnes qui risquent d'être dédommagées, on peut dire qu'on aura rendu la dignité à ces 25 000 personnes. Mais il n'y avait pas 25 000 victimes. Il y en avait plus de 60 000 qui ont déposé leur dossier. Et le reste, on en fera quoi? Si les 25 000 peuvent dire on nous a rendu notre dignité, le reste ne pourra pas dire on nous a rendu notre dignité. C'est là où ça va être mitigé, puisque toute la vérité n'est pas sortie. Et la dignité sur laquelle les Tunisiens avaient insisté, on ne l'a pas rendue à toutes les victimes. Et l'après IVD, il y aura une commission qui va mettre en œuvre les recommandations? Oui, c'est ce qui est prévu au niveau des rapports, une commission parlementaire. Il est prévu que le rapport soit rendu, que dans une année au maximum, qu'il soit mis en place une commission parlementaire de suivi, comme ils l'ont appelé, et c'est cette commission parlementaire qui doit continuer le travail qui a été fait par l'instance. Et c'est là où ça va poser encore problème, parce que est-ce que les parlementaires, ce sera lesquels? Si c'est les parlementaires qui refusent que l'État mette la main dans la poche pour participer au dédommagement, la commission risque d'exister, mais même si le dédommagement a été décidé par l'instance, le dédommagement risque de ne pas se matérialiser parce que ceux-là ne vont pas aller dans le sens d'aller chercher ces ressources pour dédommager les victimes. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant observer encore un petit moment de pause et après, c'est l'invité de cette soirée.